Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Alain Juppé en direct de Bordeaux. C'est à vous, messieurs. Alain Juppé, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Comment interprétez-vous la stratégie d'Obama, habileté, reculade ou dérobade à partir du discours d'hier qu'il a adressé à la nation américaine ? Il tient compte des réalités. La réalité, c'est que la Russie est sortie de l'immobilisme obstiné dans lequel elle campait depuis des mois, pour ne pas dire des années. Il y a un fait nouveau, il faut en tenir compte. Le fait nouveau aussi, c'est que la Russie reconnaît, d'une certaine manière, que se pose le problème des armes chimiques et qu'elle a fait pression sur Bachar el-Assad pour que lui aussi fasse mouvement. Alors maintenant, il s'agit de savoir si c'est un leurre ou si c'est sérieux. Mais il faut que, justement, Bachar el-Assad, aidé par la Russie, montre qu'il est sincère. Donc, est-ce qu'il faut un calendrier, une date butoir pour pas que ça traîne encore des mois et des années ? Il faut évidemment des garanties, il faut une procédure de contrôle effective, et pour cela, il faut que cette opération soit placée sous la responsabilité des Nations Unies, c'est-à-dire en fonction d'une résolution du Conseil de sécurité. On verra bien d'ailleurs si à ce moment-là, la Russie renonce enfin à utiliser son veto. Donc il faut que ce contrôle soit sérieux. Justement, Alain Juppé, à New York, la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies prévue hier a été reportée à jeudi. Il y a deux résolutions qui s'affrontent. L'une apparemment dure, qui sera peut-être amendée, signée par la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, et l'autre présentée par les Russes. Jusqu'où il faut faire des concessions à Poutine ? C'est le jeu classique des Nations Unies et du Conseil de sécurité. On négocie, ça prend parfois du temps, sur les résolutions. Il est clair qu'il faut que le système de contrôle soit effectif, sérieux, crédible, que ce ne soit pas une manœuvre ni de la Russie ni de Bachar el-Assad. Et pour cela, il y a un certain nombre de conditions à remplir. Et deuxièmement, il ne faut pas se satisfaire du simple contrôle des armes chimiques, parce que si ça veut dire que par ailleurs le régime continuer à écraser ces populations avec d'autres formes d'armes, eh bien ce n'est effectivement pas tolérable et on se fait piéger. C'est la raison pour laquelle il faut voir dans quelles conditions une initiative politique et diplomatique nouvelle peut relancer la discussion. Et en attendant, il ne faut pas baisser la garde. Vous savez, certains ont dit jamais la guerre. Bien sûr, moi je suis pas un va-t-en-guerre. Si on peut éviter la guerre, il faut l'éviter. Je comprends là aussi les précautions à la fois de la France et des États-Unis. Mais si on ne menace pas d'utiliser la force, il ne se passe rien. Alors justement, cette nuit, Barack Obama et François Hollande qui réunit en ce moment un conseil de défense, et d'ailleurs c'est assez rare d'annoncer à l'avance qu'il y a des conseils de défense, ont préparé des réponses à l'offre russe. Ils disent que toutes les options sont ouvertes, mais ils maintiennent la menace dissuasive de frappe nucléaire, ou de frappe militaire. De frappe militaire. De frappe militaire, évidemment. Est-ce que vous leur donnez raison ? Oui, bien sûr. Il ne faut pas baisser la garde. On voit bien aujourd'hui que quelque chose se passe, que ça bouge, il faut en tenir compte, mais le résultat n'est pas encore atteint. Et vraiment, c'est le b.a.-ba, de la négociation internationale. Si on baisse la garde, si on renonce urbi et orbi à toute utilisation de la force, eh bien, en face, naturellement, on s'estime totalement sécurisé. Alain Juppé, hier, le ministre russe Lavrov a révélé que sa proposition n'était pas une initiative entièrement russe. Poutine en aurait parlé à Saint-Pétersbourg avec Barack Obama. Le président américain a-t-il informé ses alliés? Ça, on ne le sait pas. En tout cas, Lavrov vend la mèche. Est-ce que depuis le début, le président de la République, qui s'est montré ferme, n'a pas été trop ferme ? Comment vous l'avez jugé ? Moi, je n'étais pas à Saint-Pétersbourg, mais je n'ai pas aujourd'hui les éléments d'appréciation dont dispose l'Élysée ou le Quai d'Orsay. Je me suis prononcé en ce qui me concerne, à mon âme et conscience, et en fonction de ce que je crois être l'intérêt de la France. Parce que derrière tout ça, il y a notre sécurité aussi et la paix du monde. L'Iran, la prolifération nucléaire, ne n'oublions pas. Il se trouve que le président de la République s'est exprimé dans cette ligne. Voilà, moi je ne fais pas ça pour soutenir un régime dont je combats par ailleurs vigoureusement la politique économique et sociale, mais ça n'est pas parce que c'est un président socialiste qui a pris cette position que je vais la critiquer. Les militaires américains et français se partagent, paraît-il, une vingtaine de cibles, 4-5 pour la France. Ces cibles sont réactualisées chaque jour et El-Assad cache son état-major, paraît-il, en ce moment dans les mosquées, les écoles et les hôpitaux, pendant que les combats continuent avec les rebelles dominés par Al-Qaïda. Voilà le climat d'aujourd'hui. Oui, mais enfin, gardons une certaine discrétion. Ce n'est pas la peine de mettre sur les ondes les cibles qui sont en cours de préparation. Quant à l'influence d'Al-Qaïda, je voudrais bien souligner que la responsabilité de la montée du fanatisme et du radicalisme pèse intégralement sur le régime de Damas. Au début, je le rappelle sans cesse, les premières manifestations du peuple syrien, c'était simplement pour demander un peu de liberté. Et c'est parce que Bachar a refusé, malgré tout le travail diplomatique que nous avons fait, de donner un peu d'oxygène, que alors
alors l'opposition s'est radicalisée. J'entends dire qu'il faut faire jouer la diplomatie. Ça fait 2 ans et plus qu'on fait jouer la diplomatie. Quand j'étais au Quai d'Orsay, sans résultat. J'étais en première ligne. On a constitué le groupe des Amis de la Syrie, on a fait de multiples réunions, on a proposé à Bachar des portes de sortie, l'ONU a envoyé des médiateurs, il a tout refusé. C'est son obstination Donc qui est il responsable faut de la situation continuer à faire de la dissuasion militaire. Lors du grand rendez-vous, et je reviens au problème français, François Fillon a déclenché un tohu-bohu. Il a toujours voté contre l'extrême droite, dit-il. Il invite aujourd'hui pour les municipales à voter pour le moins sectaire. À votre avis, Alain Juppé, est-ce une incitation à moins de sectarisme en politique ou une gaffe? Je ne sais pas. Et en tout cas... Vous ne savez pas, ça peut être une gaffe? Ce que je regrette, c'est que nous nous précipitions dans le piège qui nous est tendu depuis 25 ans. Notre position est extrêmement claire. Nous avons toujours dit que tout nous séparait du Front National, y compris aujourd'hui sa vision de l'avenir économique de la France, sortir de la zone euro, retourner au franc français, mettre des barrières douanières aux frontières de l'Hexagone, c'est le déclin. Et cela aussi est une rupture avec le Front National. Il n'empêche que Donc aucune instance, pardon Monsieur El Kabbach, aucune instance de l'UMP n'a jamais envisagé d'accord avec le Front National. Il n'est pas non plus question de faire la courte échelle à un parti actuellement au pouvoir dont la politique économique et sociale nous conduit dans le mur. Alors il peut y avoir des circonstances qui sont purement d'école, ça ne s'est jamais produit, où il y a un risque de voir un candidat du Front National élu et où en face, il y a un social-démocrate modéré. Et j'ai dit que dans ces conditions, moi je ne mettais pas l'idéologie du Parti Socialiste, qui est un parti républicain, sur le même plan que celle du Front National. D'accord, mais si c'est un homme de gauche extrême, UMP-phobe, je ne vais pas aller voter pour lui, je vote blanc. Mais François Fillon, lui, répète, je ne mettrai jamais sur le même plan Le Pen et Jean Jaurès. Quelle est la différence entre vous? Et pourquoi ce tohu-bohu? Bon, c'est absolument évident que Le Pen et Jean Jaurès ne sont pas sur le même plan. Enfin, je ne crois pas pourquoi on se pose la question. C'est une vérité d'évidence. Donc, où est la différence? En cas de duel, comment la différence? Il y a une différence. Entre vous deux. Non, je ne crois pas qu'il y ait de différence. Peut-être que François s'est laissé un peu emporter, vous savez, dans les déclarations qu'on fait comme ça, sous forme de boutade. Mais je n'ai aucun doute sur sa détermination. Il n'a jamais été hésitant sur ce point. En cas de duel, est-ce que la vieille tactique du nini reste tenable, sans risque? Est-ce qu'elle n'est pas archaïque et obsolète? Non, pas du tout. Elle est parfaitement d'actualité. Le premier nid, c'est pas de Front National. Et le deuxième nid, c'est on ne fait pas de Front républicain parce que c'est une stratégie d'échec. Alors après, il peut y avoir des circonstances qui ne se sont jamais posées. Elles se sont posées pour le Parti Socialiste lors de l'élection présidentielle de 2002. Mais elles ne se sont jamais posées. Je vous ai dit à ce moment-là quel est, me semble-t-il, le bon sens. Oui, vous estimez qu'il y a un déficit, vous l'avez dit à l'Express, un déficit de leadership à l'UMP. C'est pas une critique, ça veut dire moi. Quoi? Moi, Alain Juppé, je peux être leader, non? Non, pas du tout. Vous savez, vous m'interrogez dans ma bonne ville de Bordeaux, je m'y consacre aujourd'hui à plein temps. Et vous voyez, moi, je ne veux pas donner d'exemple, vous me posez comme exemplaire, mais moi, je ne suis pas cumulard aujourd'hui. Merci, merci. Vous faites une belle rentrée. Vous faites une belle rentrée. Merci en tout cas de m'avoir invité. Vous êtes à Bordeaux, Monsieur Juppé. Est-ce que vous êtes candidat au municipal? Vous replongez là au mois de mars? Ah, vous n'êtes pas au courant? Il faut venir à Bordeaux, vous informer, cher ami. Donc la réponse est oui? Oui, mais il est en campagne. Tout simplement parce que j'aime ma ville et que j'ai très envie de faire des choses pour elle dans les 6 ans qui viennent. Eh ben voilà, tout le monde le sait maintenant. Merci beaucoup Alain Juppé, merci Jean-Pierre El Kabbach. Demain, c'est Arnaud Montebourg que vous recevrez à 8h20 sur Europe 1.